Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de la décarbonation de l'industrie, enjeux pour l'efficacité énergétique. Petite règle, déposez vos questions dans l'onglet questions de façon à ce que nous puissions les historiser et pas dans l'onglet chat qui ne le permet pas. Voilà, alors je vais passer la parole à Frédéric Amblard, directeur du Factory Lab et pilote du groupe développement de l'offre technologique du futur de l'Alliance pour l'industrie du futur, du CEA, qui va faire l'introduction et présenter les intervenants. À vous, Frédéric. Bonjour à tous. J'espère que vous portez bien dans cette période un peu, dans ce contexte un peu particulier dans lequel nous vivons en ce moment. Alors, juste pour me présenter, j'appartiens donc au CEA List, qui est un institut du CEA qui comporte 900 personnes et qui est spécialisé sur les technologies numériques, systèmes embarqués, intelligence artificielle et toutes les technologies utiles pour l'industrie du futur. À ce titre, au CEA List, je pilote un consortium industriel qui s'appelle Factory Lab, qui est un consortium d'industriels utilisateurs finaux, de fournisseurs de technologies, d'intégrateurs et puis aussi d'organismes de développement technologique ou technique comme le CEA List, le CETIM, et puis aussi l'École nationale supérieure des arts et métiers qui nous apporte des compétences en matière de formation. Je pilote en parallèle le groupe développement de l'offre technologique du futur de l'Alliance pour l'industrie du futur. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux entités à laquelle je contribue? Tout simplement parce qu'elles sont concernées par la question de la décarbonation qui fait l'objet de notre webinaire. Et je pense que nous sommes tous convaincus aujourd'hui qu'à la crise du Covid succédera probablement la crise du réchauffement climatique à laquelle nous devons et à laquelle l'industrie doit impérativement se préparer. Au niveau de l'Europe, vous le savez, dans le cadre du Green Deal, on parle de plus en plus de la mise en place d'une taxe carbone aux frontières. L'Académie des sciences américaines, en février, publiait un rapport dans lequel elle conseillait au gouvernement fédéral la mise en place d'une taxe carbone analogue aux frontières américaines. Cette taxation carbone, il faut donc s'y préparer. Et je pense qu'il n'y aurait rien de pire pour notre industrie que cette taxe carbone soit mise en place de manière arbitraire, sans être capable de différencier les bons des mauvais élèves. Alors nous devons voir en la décarbonation, ça c'est une conviction, plus une opportunité de différenciation qui devrait nous permettre à terme de réindustrialiser la France et l'Europe. Alors, pourquoi je vous parlais de Factory Lab et de l'AIF? Déjà de Factory Lab, c'est qu'il y a une convergence aujourd'hui des industriels utilisateurs finaux sur cet enjeu de la décarbonation. Et nous avons décidé d'ouvrir un thème spécifique autour de la décarbonation dans Factory Lab, adresser les questions d'optimisation énergétique, notamment des processus, et c'est donc un élément clé. Au sein de l'Alliance pour l'industrie du futur, la démarche est tout à fait complémentaire puisque nous avons lancé un comité technique empreinte carbone qui suscite un réel engouement. De quoi s'agit-il? Il s'agit de mesurer, modéliser, tracer l'empreinte carbone de la matière première au produit fini. L'idée, c'est de fournir aux industriels un outil qui leur permette, à terme, de modéliser, simuler leur chaîne de valeur pour optimiser l'empreinte carbone. Donc, vous voyez, ces deux sujets sont deux approches tout à fait complémentaires, assez innovantes pour la partie empreinte carbone, puisqu'il s'agit de sortir d'une simple logique de réduction des gaz à effet de serre stricto sensu territoriale pour entrer dans une logique de suivi de l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions importées. Voilà, alors je vais laisser la parole à Bruno Nicolas d'Actemium, que je remercie vivement, de Vinci Énergie, que je remercie vivement pour son intervention, et Alexia Tassin, conseillère efficacité énergétique au sein d'Actemium, qui vont nous présenter les enjeux et les solutions d'optimisation énergétique et de réduction d'empreinte carbone. Donc si on peut peut-être mettre la vidéo.
Bonjour à toutes et à tous. La pandémie de Covid-19 a changé les priorités à l'échelle de la planète. On pourrait craindre que la lutte contre le réchauffement climatique ne soit passée au second plan et avec elle, les ambitions que l'Union européenne s'est fixées pour un objectif de diminution de 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone à l'horizon 2050. Heureusement, il n'en est rien. Face à l'urgence climatique, chacun des pans de notre société est plus que jamais mobilisé, à l'image de l'industrie. Et c'est essentiel, car si l'on intègre toutes ces externalités, dont le transport, l'industrie fait partie des secteurs d'activité les plus contributifs à l'émission de gaz à effet de serre. Décarboner l'industrie est donc indispensable pour atteindre les objectifs de neutralité carbone fixés dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. La crise sanitaire a en réalité eu un rôle de révélateur, en soulignant l'importance de pistes nouvelles ou jusqu'ici minorées, comme la relocalisation de la production, le télétravail ou l'économie circulaire. Et donc, pour devenir une partie de la solution et non plus un problème, l'industrie dispose en outre de 3 leviers. La réduction de ses propres émissions, la conception de produits plus verts et l'évolution de ses modes de production. Pour diminuer les émissions directement liées à la production industrielle, l'industrie peut en particulier agir sur l'optimisation énergétique de ses process, la valorisation des énergies fatales, le recours aux énergies renouvelables ou de récupération, la captation, le stockage et la valorisation du CO2. Et ce, en utilisant toutes les solutions associées à l'hydrogène. Les technologies d'énergie renouvelable et de récupération permettent de produire et d'autoconsommer de l'énergie électrique ou thermique sur un site industriel de manière complémentaire, les forces des unes contrebalançant les faiblesses des autres. La maturité et la rentabilité de ces technologies sont aujourd'hui de réelles opportunités pour les industriels de passer à une production décarbonée. Par exemple, la cogénération permet à partir du gaz de produire de l'électricité pour alimenter le réseau électrique ou d'assurer sa sécurisation en cas de micro-coupure, mais également d'utiliser la chaleur dégagée lors de la combustion directement sur le site de production. Il est nécessaire de trouver le mix adapté au site. Par exemple, le groupe Tribala-Noyal a fait le choix de développer les énergies renouvelables sur son site de Châteaubourg. Photovoltaïque, éolien, biomasse, son mix énergétique s'est progressivement diversifié et décarboné. En 2002, ils mettent en place un système de management de l'énergie qui a évolué au cours des années et s'appuie aujourd'hui sur un logiciel de suivi qui calcule les consommations énergétiques de référence en fonction de différents facteurs influents, température, production, etc., pour optimiser les consommations. En 2006, ils installent 21 m² de panneaux photovoltaïques sur leur site et ces panneaux photovoltaïques ont été renouvelés et doublés depuis. En 2011, une éolienne a été installée sur le site de production à proximité de Rennes, d'une capacité de 0,8 MW. Elle doit couvrir près de 10% de la consommation d'électricité utile pour la fabrication des yaourts et boissons au soja. En décembre 2015, une chaudière biomasse est venue en renfort des 2 chaudières à gaz du site pour la production de vapeur. D'une puissance de 3,6 MW, elle couvre 70 à 80% des besoins en vapeur de l'usine. Désormais, les chaudières à gaz existantes assurent la pointe et le secours. La chaleur dégagée par les fumées est récupérée pour l'unité de séchage. Récemment, ils ont installé une ombrière photovoltaïque pour assurer l'autoconsommation électrique du site. Un autre levier est le captage et le stockage du CO2, particulièrement dans les industries les plus émettrices comme les centrales électriques, au charbon, au gaz, au fioul, les usines sidérurgiques ou pétrochimiques, les cimenteries, les raffineries de pétrole et bien d'autres. Elles ont à leur disposition globalement 3 moyens pour valoriser le CO2 émis. Premièrement, la valorisation sans transformation, c'est-à-dire lorsque le CO2 est utilisé pour ses propriétés physiques. C'est le cas dans la récupération assistée des hydrocarbures, où le gaz est injecté dans le puits de pétrole, puis chasse celui-ci pour épuiser le gisement. Environ 50 millions de tonnes de CO2 par an sont utilisées dans ces opérations. C'est également le cas dans des utilisations industrielles telles que
les bulles de boisson gazéifiées, la neige carbonique pour les extincteurs, les liquides réfrigérants. Dans l'industrie pharmaceutique ou dans le traitement des eaux, le CO2 permet de produire des solvants sous sa forme supercritique. Supercritique, ça veut dire entre liquide et gaz. Et quelques 20 millions de tonnes de CO2 par an sont utilisées dans ces secteurs. Deuxièmement, la valorisation chimique par réaction avec un autre composant. On peut citer la production d'urée, utilisée comme engrais dans l'agriculture, ou d'acide salicylique. La recherche avance également vers la production de vecteurs énergétiques comme le méthanol, voire l'acide formique qui sera utilisé pour produire des carburants. Il y a évidemment toutes les solutions de méthanation pour recombiner, suivant le principe de Sabatier, le dihydrogène et le dioxyde de carbone afin d'obtenir du méthane de synthèse qui sera réinjecté dans les réseaux de gaz. Le principal frein, ou un des principaux freins, est actuellement la compétitivité de l'hydrogène décarboné. Mais on peut parier, d'une part, l'optimisation des processus de production d'hydrogène décarboné associés à la baisse du prix des énergies renouvelables, d'autre part, une politique plus agressive en matière de taxation carbone. Ces solutions seront largement utilisées dans un futur qui se rapproche à grands pas. Troisièmement, la valorisation biologique par photosynthèse. C'est l'exemple de la culture de microalgues qui nécessite de grandes quantités de CO2. Elles sont aujourd'hui utilisées dans la production de pigments ou d'oméga 3 et probablement demain dans l'alimentation animale ou dans la production de biocarburants. Mais la décarbonation de l'industrie passe également par une remise en question de la conception des biens. Dans ce concept, l'ensemble des aspects environnementaux sont intégrés dès la conception d'un produit, en gardant pour objectif la réduction des impacts sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. De nombreuses possibilités, tous secteurs confondus, vont permettre de produire des biens plus éco-compatibles. On parle de produits éco-responsables, par exemple, qui limitent l'utilisation de ressources naturelles comme les nouveaux matériaux de construction plus verts et plus performants, le béton bas carbone, les emballages biodégradables et en nombre plus réduit pour le secteur alimentaire, les aciers de seconde vie ou aciers pluviales via l'utilisation d'hydrogène comme vecteur énergétique, la fabrication additive pour la conception de pièces qui permet d'utiliser de nouveaux matériaux et d'optimiser la quantité de matière. Les industriels peuvent également produire des biens conçus dès l'origine pour pouvoir être réutilisés, favorisant ainsi l'économie circulaire. On parle de reuse by design. C'est le cas des équipements électroniques réutilisables. Un composant utilisé dans l'unité centrale d'un traitement d'un PC peut être réutilisé dans un appareil portable ou un décodeur, mais également des composants mécaniques qui connaissent une deuxième vie. Afin de piloter au mieux les évolutions vers les produits plus éco-responsables, l'évaluation en temps réel de leur empreinte carbone est essentielle. C'est la feuille de route du comité empreinte carbone mis en place par l'AIF. Et enfin, le dernier volet, l'évolution des modes de production et des comportements. Dans ce domaine, 3 principaux axes s'offrent à l'industrie. Le premier consiste à développer des unités de production plus flexibles, plus autonomes et plus locales, finalement au plus près des besoins. L'impact est immédiat en matière de bilan carbone sur le segment transport, tant au niveau des personnels que des produits. L'automatisation et l'intelligence artificielle permettent aujourd'hui la relocalisation des usines. C'est le cas par exemple du groupe Sequans qui va investir 65 millions d'euros sur 5 de ses sites français d'ici 2024 pour relocaliser la production de molécules essentielles et sécuriser la chaîne d'approvisionnement de médicaments critiques. 80 à 100 emplois locaux vont être ainsi créés. Le télétravail, dont l'usage massif lors de la crise du Covid-19 a montré que finalement c'était possible, est aussi une opportunité pour l'industrie. Associé à ces unités de production plus autonomes, plus locales, il pourrait permettre de réduire encore plus l'empreinte carbone en réduisant le transport des salariés. Le second axe vise à davantage connecter l'industrie à son écosystème en réalisant des externalités positives au-delà de sa seule production. Par exemple,
en exploitant du foncier industriel pour faire de la production agricole et favoriser ainsi des circuits courts. Mais aussi en utilisant le CO2 émis pour produire des algues, pour produire de la spiruline, pour la cosmétique, pour la pharmacie, ou encore utiliser les zones bitumées, les parkings, pour produire de la chaleur. C'est l'exemple du procédé Power Rod développé par Eurovia. Enfin, le troisième axe consiste à recourir massivement à la réutilisation d'équipements existants, tant lors de la refonte d'une ligne de production que lors de la création d'usines nouvelles. Les comportements évoluent et ces aspects sont de plus en plus pris en compte lors de l'édition de cahiers des charges. Dans le process du champagne, par exemple, des acteurs sont spécialisés dans la rénovation d'anciennes machines pour les proposer d'occasion à des clients. Cette revalorisation permet de donner une seconde vie à des équipements qui parfois ont déjà plus de 20 ans et qui produiront encore de nombreuses années. Les panneaux photovoltaïques peuvent également bénéficier d'une seconde vie via un rétrofit complet et ainsi diminuer l'impact carbone de l'installation, en plus des gains directs liés à la production d'énergie verte. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop long. Donc en guise de conclusion, quelques mots très rapides. Face à l'urgence climatique, faire en sorte que l'industrie ne soit plus seulement un problème, mais une partie de la solution, consiste d'abord à y réfléchir. Nous espérons, au travers de ce bref exposé, vous avoir montré que les pistes peuvent être plus nombreuses, elles peuvent être aussi plus simples que ce que l'on pouvait imaginer au départ. Et c'est donc essentiellement par un changement rapide et approprié de nos comportements dans l'industrie que les objectifs ambitieux de réduction de l'empreinte carbone pourront être atteints. Merci Alexia. Merci Bruno. Merci beaucoup. J'invite tout le monde à poser des questions si vous en avez. Alors on a une première question qui est quel est le coût de la décarbonation de l'industrie en France et donc des investissements nécessaires? Alors merci pour cette question. Je vais apporter un premier élément de réponse. Si Bruno veut compléter, qu'il le fasse derrière. Alors d'abord, la question est un peu délicate parce que l'approche est extrêmement macro, mais j'aurais tendance à dire quel est le coût de la non-décarbonation. C'est-à-dire que globalement, si on décide de ne pas décarboner, quels vont être les impacts financiers? Et donc, je pense que comme toute question d'investissement, il faut mettre ça, il faut parler investissement et retour sur investissement. J'aurais tendance à dire que le coût de la non-décarbonation va être excessivement élevé. Maintenant, Bruno va peut-être rajouter quelque chose sur cette question. Moi, je trouve que c'est une question centrale. J'aime bien la façon d'y répondre. On vous entend très mal, Bruno. Alors, je vais poser mon masque. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Oui. Est-ce qu'on m'entend mieux? Pas trop? Oui. Il y a un peu d'écho, mais allez-y, allez-y. Oui, donc c'est une question qui est absolument centrale. On peut essayer de trouver une solution. Alors, un instant. Et là, est-ce que vous nous entendez mieux? Oui, très très bien là. Très très bien. Alors, attendez. C'est moi qui vais me rapprocher peut-être de l'ordinateur aussi. Bon, et là, est-ce que ça marche mieux? Parfait. Okay, très bien. C'est une question qui est absolument centrale. Alors j'aime bien la façon Frédéric d'y répondre, de dire quel est le coût de la... Combien ça coûte de ne rien faire finalement. Mais bon, c'est vrai qu'on s'est posé souvent le coût de la décarbonation de l'industrie en France ou en Europe. Quand on regarde, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse absolue. On peut juste... regardez finalement les montants qui sont en jeu dans le Green Deal et de centaines de milliards, voire de milliers de milliards. Donc, c'est des montants assez considérables. Et je crois que personne aujourd'hui n'est en mesure de donner une réponse plus précise sur ce sujet. Oui. Bon, merci beaucoup. On a une deuxième question qui est une question amont. Est-ce que les solutions de méthanisation fonctionnent réellement? Là, je pense qu'Alexia est très bien placée pour répondre. Tu veux répondre? Je réponds.
Ouais, alors, juste, bon, méthanation, méthanisation, c'est moi qui vais répondre. Voilà. Mais en fait, ce sont deux procédés qui ont la même finalité, c'est de produire un gaz à fort contenu de méthane. On parle de biogaz pour la méthanation et on parle de syngaz pour la méthanation. Donc, biogaz, la méthanisation et syngaz, la méthanation. Mais les deux sont très différents puisque la méthanisation, c'est un processus naturel de fermentation anaérobie, donc qui existe, et finalement qu'on a juste optimisé en y ajoutant un processus industriel. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, qui est déployé aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est valorisation des déchets organiques dans le monde agricole, et qui est appelé à se développer. La méthanation, c'est vraiment un procédé simple qui part de l'équation de Sabatier, c'est-à-dire qu'on combine du dioxyde de carbone avec du dihydrogène et ça donne du méthane, du CH4 et de l'eau. Sur le papier, ça marche très bien. Dans la réalité, eh bien, on est encore en train de les mettre au point. Donc, il y a notamment en France un projet qui s'appelle Jupiter Wheel, qui vise effectivement à démontrer cette réalité. On va certainement y arriver, mais aujourd'hui, on n'a pas, je dirais, on n'a pas encore une dimension industrielle qui permet de généraliser ce procédé-là, mais très certainement que dans un avenir proche, eh bien, c'est appelé à se développer rapidement. Frédéric, merci beaucoup. Frédéric, l'heure a tourné. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de continuer les échanges via vos... Pardon, je vais remettre mon micro. Continuer les échanges via les chats individuels. De façon à ce que vous puissiez continuer à prendre des questions qui arriveraient. Mais là, je vois les gens qui s'en vont au fur et à mesure. Voilà, donc si vous avez terminé, on va clore. Voilà, sauf question de dernière minute. On a une nouvelle question là, ou une remarque. Il y a 12 ans, nous avons tenté en région Centre-Val de Loire de démontrer que l'énergie du grand éolien pouvait se stocker. Se stocker. C'est un projet avec le CEA, une filiale d'Areva. Nous avons eu une fin de non-recevoir de la part de ERDF de l'époque, qui dit aujourd'hui que les choses vont changer. C'est plus un commentaire ou une remarque. Merci, Monsieur Payot. Voilà. Écoutez, je pense que de toute façon, les choses sont amenées à changer de toute façon, puisque nous serons contraints de le faire. Et je vous propose de conclure ce webinaire là-dessus. OK. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bonne journée, bonne fin de journée.